Consommer des aliments comme des fruits et des légumes peut avoir des bienfaits pour la santé. Donc la frontière entre la nourriture et la médecine a souvent été un peu floue. Pourtant, il n'y a sûrement jamais eu de moment où les gens pensaient que la sauce au chocolat était médicinale, n'est-ce pas ? Eh bien si, faux, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce nappage pour dessert qui a été inventé pour être un médicament. Commençons par la plante qui rend tout cela possible, le cacaoyer. Plus précisément, le Theobroma cacao, ou simplement thé cacao. Cette petite plante à feuilles persistantes produit des cabosses, et lorsque les graines à l'intérieur sont séchées et fermentées, on obtient la base de tout le chocolat moderne. Elle poussait à l'origine naturellement dans la forêt amazonienne, et des preuves anthropologiques modernes suggèrent que les populations locales ont commencé à les domestiquer dès 5000 avant notre ère. On peut dire qu'ils étaient vraiment des précurseurs. Dès 1500 avant notre ère, il existe des preuves que le peuple Olmec du Mexique actuel préparait et consommait des boissons chocolatées chaudes. Le chocolat chaud traditionnel des Olmecs diffère de celui proposé aujourd'hui par Swiss Miss. Ils avaient compris la fermentation et la torréfaction, rendant les fèves de cacao comestibles. Mais leur boisson chocolatée non sucrée devait être très amère. Les Olmecs appréciaient cette boisson, source simple de calories et d'énergie. La culture et l'usage du cacao allaient ensuite se diffuser dans toute l'Amérique du Sud. Plus tard, les Aztèques utilisaient les fèves comme monnaie. Il y a toujours de l'argent à se faire avec le cacao. Le chocolat allait rester sous cette forme et sur ce continent pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée des Européens au XVe siècle. Ces Européens allaient ensuite ramener des fèves de cacao avec eux lorsqu'ils rentreraient chez eux. Cependant, l'adoption précoce du chocolat a rencontré quelques difficultés, notamment de la part de l'Église catholique, qui considérait les effets énergisants du chocolat comme suspects, et déclarait que les boissons chocolatées étaient proscrites les jours de jeûne. Dieu interdisant le chocolat, c'était probablement décevant. Mais en 1662, le cardinal Brancato, dont on soupçonne qu'il avait peut-être un faible pour les douceurs, a levé l'interdiction. Au XVIIIe siècle, la popularité du chocolat explose dans l'Ancien Monde, et les premières boissons chocolatées sucrées, proches du chocolat chaud actuel, sont alors préparées et appréciées à travers le continent. Elles allaient également revenir en Amérique avec les Britanniques, puis être adoptées par les colons américains. La popularisation des boissons chocolatées en Europe a coïncidé avec leur usage médicinal. Les explorateurs, revenant des colonies espagnoles en Mésoamérique, rapportaient du chocolat et des récits sur ses propriétés médicinales selon les peuples autochtones. Avant la science moderne, cela suffisait comme preuve pour beaucoup. Les pratiques médicales européennes, vous voyez, étaient encore largement basées sur les concepts humoraux établis par l'ancien grec Hippocrate. Vous savez, le type des 4 humeurs. Ce n'est pas une référence à son numéro de stand-up. À l'époque, la médecine reposait sur l'équilibre corporel, et une bonne alimentation en était un élément clé. Le chocolat a donc vite été adopté comme remède, utilisé pour aider les malades à prendre du poids, stimuler le système nerveux et améliorer la digestion. Par exemple, le chocolat était utilisé pour les personnes atteintes de maladies de dépérissement. Sa capacité à favoriser la prise de poids, aidant à traiter les symptômes sans en traiter les causes. C'est mieux que rien. À l'approche de l'ère moderne, le chocolat était encore largement utilisé comme médicament, et on pouvait s'attendre à ce que les premiers pharmaciens l'aient parmi les ingrédients qu'ils utilisaient. Et bien que la saveur ait toujours fait partie de son attrait, ce n'est qu'au tournant du 19e siècle que le chocolat a été particulièrement apprécié par les pharmaciens pour cet aspect. Beaucoup de médicaments de cette époque reposaient sur des composés chimiques appelés alcaloïdes, dont l'importance en médecine moderne est indéniable. Le tout premier isolé fut la morphine. Donc nous parlons de médicaments qui fonctionnent vraiment. Le problème, c'est que même si leurs effets médicinaux sont indéniablement puissants, les alcaloïdes ont un goût de sueur de mule. À une époque où la fabrication des comprimés était peu développée, la plupart devaient goûter leurs médicaments, ce qu'ils n'appréciaient pas. Mais les pharmaciens ont compris que leur stock de chocolat pouvait aider. Selon le texte de 1899 de Pharmaceutical Era, le chocolat était un excellent choix pour masquer le goût des substances médicinales amères ou donnant la nausée, en soulignant son efficacité particulière auprès des enfants. On ignore quand les pharmaciens ont commencé à mélanger cacao, eau et sucre pour créer les premiers sirops de chocolat.
car c'était surtout une variante des boissons chocolatées. Mais cela n'a probablement eu lieu qu'après l'invention de la poudre de cacao en 1828. Cette année-là, un chimiste néerlandais, Conrad J. van Houten, a breveté une presse qui retirait une partie des graisses naturelles du chocolat. La poudre se dissolvait plus facilement dans l'eau que la version précédente, et était bien moins amère. Mais ce n'était toujours pas ce que nous avons aujourd'hui. En fait, ce chocolat primitif nécessitait environ 8 fois plus de sucre que le chocolat d'aujourd'hui. Cela a toutefois entraîné une multiplication des pharmaciens préparant leur propre sirop de chocolat pour leurs clients à prendre avec leurs médicaments. La seconde moitié du 19e siècle était une période mouvementée pour la médecine en Occident. En fait, on pourrait l'appeler l'ère de la médecine du Far West. C'était une époque où le capitalisme dépassait largement la science médicale réelle, et l'absence de réglementation a entraîné une explosion des médicaments brevetés. Le terme vient du système britannique où les médicaments étaient des inventions brevetables, et il remonte au XVIIe siècle. Mais au XIXe siècle, c'était devenu un terme générique pour désigner tout médicament vendu comme une formule unique, qu'il soit officiellement reconnu ou non, surtout aux États-Unis. L'essor démographique et les progrès scientifiques ont créé une population avide de profiter de la modernisation de la médecine. La discipline en évolution qu'était la chimie découvrait chaque jour de nouvelles substances et composés aux effets très variés sur le corps humain. Mais la discipline médicale elle-même n'évoluait pas aussi vite que le marché. Et dans cet espace vide se sont engouffrés les escrocs, les arnaqueurs et les vendeurs d'élixir miracle. Je suis stupéfait que vous n'ayez pas entendu parler de la concoction dans cette bouteille-ci. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'y avait aucune véritable surveillance médicale. Il n'y avait aucun test obligatoire, pas de FDA, et honnêtement, presque aucun sens commun en matière d'éthique médicale. Le marché était inondé de médicaments d'origine douteuse, promettant une multitude de bienfaits et apportant tout autant de conséquences. Beaucoup étaient de purs placebos, faits uniquement de jus de fruits et de promesses vides. Grâce à l'essor de la chimie mentionné plus tôt, le marchand de médicaments moyens disposait de substances qui rendraient un trafiquant moderne jaloux. L'opium et la cocaïne étaient des additifs courants, car ils soulageaient la douleur ou l'inconfort. Leurs propriétés addictives encourageaient aussi les clients à revenir. À moins que vous ne pensiez qu'il y avait la moindre trace de morale là-dedans, ils étaient ravis de vendre ces remèdes miracles à n'importe qui. Cela a mené à des produits comme le paregoric de Stickley & Poor, une teinture d'opium qui était recommandée pour les nourrissons souffrant de coliques dès l'âge de 5 jours. On connaît l'expression « il faut les prendre dès le plus jeune âge », mais là, c'est peut-être exagéré. Quoi qu'il en soit, même si les affaires étaient florissantes, les problèmes de goût persistaient. Jusqu'au XXe siècle, la plupart des médicaments étaient encore sous forme liquide ou en poudre, et la plupart des patients détestaient toujours leur goût. Ainsi, l'essor des médicaments s'est accompagné d'un besoin croissant de masquer leur goût, ce qui a entraîné un essor du chocolat. À une nuit que je n'oublierai jamais. Comme pour la plupart des folies alimentées par la drogue, les bons moments ont fini par prendre fin. En 1906, le gouvernement américain a adopté la loi américaine Pure Food and Drug Act, exigeant que tous les aliments et médicaments soient clairement étiquetés avec leurs ingrédients. Cela allait freiner considérablement le boom des remèdes patentés, car les gens prenaient soudainement conscience de ce qu'ils avaient réellement ingéré. En 1914, la loi Harrison sur les stupéfiants a porté un coup fatal, interdisant de nombreuses drogues utilisées par les vendeurs d'huile de serpent pour rendre leurs produits fortement addictifs. En plus de tout cela, le début du XXe siècle a vu la perfection des techniques de production de masse de comprimés, offrant ainsi une alternative facile à avaler. Il n'était plus nécessaire de masquer le goût des substances médicinales. Ainsi, le sirop de chocolat a cessé d'être utilisé comme aromatisant pour les médicaments. Cela a aussi coïncidé avec l'essor de la tablette de chocolat au lait. Bien que le procédé Nestlé de création du chocolat au lait remonte à la fin du XVIIe siècle, c'est l'introduction de la tablette de chocolat Hershey en 1900 qui a popularisé la tablette de chocolat au lait. Au fil du XXe siècle, la perception publique du chocolat est rapidement passée de médicaments et aliments à un simple aliment. Heureusement pour les pharmaciens, ils vendaient depuis longtemps des sodas et des glaces pour compléter leur activité pharmaceutique. Et leurs produits chocolatés n'étaient pas moins populaires sans l'ajout d'opium. Je vais donc prendre mon soda à la glace. Le sirop de chocolat rehaussait encore plus le goût quand il était ajouté à des choses déjà savoureuses. Plutôt qu'un revers, la séparation du chocolat du monde médical a vu sa popularité grimper plus haut que jamais. Le seul problème, à ce stade,
était que le sirop de chocolat était encore mélangé à la main par le confiseur, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune uniformité d'un endroit à l'autre. En 1900, cela allait changer. Car Fox's You-Bet, le premier sirop de chocolat pré-mélangé, a commencé sa production à Brooklyn, New York. Herman Fox, un juif de Brooklyn, est allé au Texas à la fin du 19e siècle et a perdu toute sa fortune dans un investissement pétrolier. Il est revenu à New York sans un sou, mais avec la phrase texane « You bet it's good » qui lui trottait encore clairement dans la tête. Il a finalement renversé la situation grâce à une sauce au chocolat, qu'il aurait inventée dans son sous-sol et vendue dans les comptoirs à soda à travers New York. Elle est vite devenue populaire et existe encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs la seule sauce au chocolat utilisée pour préparer une egg cream authentique, selon la recette originale. You-Bet doit sa survie à sa formule classique, qui est restée inchangée depuis le début. Cela signifie des ingrédients entièrement naturels et du vrai sucre. Les clients étaient assurés d'un goût constant et les pharmaciens n'avaient plus à préparer eux-mêmes le sirop. Aujourd'hui, You-Bet a peut-être été le premier, mais désormais, le sirop au chocolat évoque surtout la fameuse bouteille marron de Hershey. Hershey s'est lancé dans l'aventure en 1926 lorsqu'ils ont commencé à produire leur propre sirop en conserve. Leur première offre était des boîtes de sirop simple et double concentration qu'ils commercialisaient exclusivement auprès des entreprises. Le sirop simple était présenté comme parfait pour les préparations pour fontaine à soda, tandis que le double concentration était censé être utilisé pour les garnitures de crème glacée et les boissons lactées. Le produit ayant connu un tel succès, Hershey a lancé en 1930 la version simple directement pour les consommateurs à domicile. Après cela, le sirop au chocolat devint un incontournable non seulement des pharmacies, mais aussi des garde-manger de tout le monde. Le marketing de Hershey a contribué à élargir sa portée en créant de nouvelles recettes utilisant le produit et en les faisant publier dans des magazines populaires pour ménagères de l'époque comme Good Housekeeping, Delineator et Woman's Home Companion. Les célèbres bouteilles en plastique marron ont été introduites en 1979 et 1 million de coupes glacées ont crié de joie pour fêter ça. Un troisième concurrent précoce qui existe encore aujourd'hui est le sirop au chocolat Bosco's, inventé par un médecin non identifié à Camden dans le New Jersey en 1928. La formule a été achetée par la société William S. Skull en 1931 qui, pour des raisons évidentes, a refusé de changer son nom en sirop Skull. Pendant la majeure partie de son histoire, Bosco's a conservé une saveur unique en ajoutant de l'extrait de malt et de l'arôme de vanille dans le mélange. Mais ils ont arrêté de le faire en 2020. Si vous vouliez ce goût de malt, désolé, vous avez raté ce créneau de 89 ans. Détaché de ses origines médicinales, le sirop de chocolat est devenu un commerce florissant, attirant au fil des années de nombreuses marques. Aujourd'hui, il existe plus de choix chocolatés que jamais. Des marques économiques comme la sauce de Trader Joe, aux options haut de gamme comme Ghirardelli. Inutile de dire que si vous avez envie de sirop de chocolat, le supermarché moderne moyen vous offrira l'embarras du choix. Outre les desserts, il faut aussi citer une ancienne utilisation du sirop de chocolat. Hollywood. À l'époque du noir et blanc, les cinéastes utilisaient du sirop de chocolat comme faux sang à l'écran. Sa couleur foncée ressortait très bien sur la pellicule monochrome, et son caractère non toxique et facile à laver en faisait un excellent choix pour des raisons pratiques. Hitchcock l'a même utilisé pour le sang dans Psychose. L'histoire ne s'arrête pas là cependant, car si le chocolat est bel et bien passé de la catégorie des aliments médicinaux à celle d'une simple gourmandise au cours du XXe siècle, la science moderne a encore quelques mots à dire sur le sujet. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on a découvert que le chocolat possédait d'importantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces propriétés expliquent probablement en partie son utilisation traditionnelle de longue date comme médicament. Des études supplémentaires ont également révélé que la consommation de chocolat semble avoir un effet bénéfique mesurable sur le fonctionnement du cerveau. Des études montrent que les pays consommant plus de chocolat ont aussi nettement plus de lauréats du prix Nobel. Donc même si nous reconnaissons que la corrélation n'implique pas forcément un lien de causalité, nous conseillons à tout le monde, partout, ne prenez aucun risque et consommez plus de sirop de chocolat. À moins que vous ne soyez allergique ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est dit. Des forêts tropicales de l'Amazonie à le filet de sirop sur vos crêpes, l'histoire du chocolat et du sirop de chocolat a toujours été un équilibre entre ses bienfaits supposés pour la santé et son côté décadent. Et soyons francs, il n'y a rien de plus humain que d'insister sur le fait que quelque chose qu'on aime est en réalité bon pour nous. Il n'est donc pas surprenant que les gens vantent les bienfaits du chocolat pour la santé depuis le tout début. C'est une bonne excuse pour manger plus de chocolat, même si on n'en a pas vraiment besoin. Selon l'Association nationale des confiseries, les confiseries à base de chocolat
sont les meilleures ventes du secteur. Alors il vaut mieux que ce soit bon pour la santé, parce que ça fait 7000 ans qu'on mange du chocolat. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, 3 personnes ont tenté de me manger. Qu'en pensez-vous ? Quelle est votre marque de sirop au chocolat préférée ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de regarder d'autres vidéos de Weird History Food.